qu'est-ce que c'est qu'être un mouvement à la fois d'éducation populaire, qui est laïque, et un mouvement ancré dans le protestantisme et attaché à faire partager des valeurs spirituelles, des valeurs ancrées dans l'Évangile. Donc on va discuter de ces questions, et pour ça, donc, j'accueille Valentine Zuber, qui est directrice d'études à l'EPHE, École pratique des hautes études, qui nous dira un peu plus précisément ce qu'elle fait, et elle est spécialiste des questions de laïcité. À ses côtés, François Claveroli est président de la Fédération protestante de France. Peut-être que lui est arrivé hier soir, donc peut-être vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer. Et à mes côtés, Nicolas Cadenne est rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. C'est bien ça, j'ai bien dit. Et il vous expliquera aussi un peu qu'est-ce que c'est que cet Observatoire de la laïcité. Donc avant qu'on commence, moi je voulais leur demander pourquoi ils avaient accepté de venir ici à Mirebeau de Guyenne, de se lever à 5h ce matin pour venir vous rencontrer. Moi je trouve que c'est déjà une prouesse, et donc je voulais savoir pourquoi vous aviez accepté cette invitation et si vous aviez été vous-même scout. Je commence ? Oui, effectivement, tout naturellement, parce que j'ai été... Je suis d'une famille de scouts unionistes, avec depuis mon père, mes tantes, moi-même. J'ai été responsable pendant 5 ans de la paroisse à la meute de Passy, puis la meute de l'Étoile. Et puis tous mes enfants sont passés par Louveteau, éclaireur, responsable. Et donc tout naturellement, quand on m'a invité à ce grand congrès, eh bien, j'ai dit oui. Et me voilà. François ? Oui. Alors moi aussi, oui. D'ailleurs, j'ai, grâce à vous, retrouvé le foulard du groupe local de Valence, et donc un foulard rouge, sans liseré, sans fioriture. Donc je suis très heureux. C'était dans les années, il y a longtemps. Et si j'ai répondu favorablement à l'invitation, c'est parce que d'abord je réponds quand on m'invite, mais ensuite le thème de ce congrès est très important. On aura l'occasion, je pense, de revenir là-dessus. Nos engagements pour demain, c'est-à-dire que nous fabriquons aujourd'hui la société de demain, et c'est très important que la Fédération protestante de France reçoive tout ce que vous réfléchissez, et puis les questions que vous posez. Donc voilà, c'était dans vraiment ce souci d'un échange et d'une écoute. Et maintenant, Nicolas. Oui, bonjour à tous. Donc, je l'ai également été, mais sans doute trop peu longtemps, même si j'ai participé à pas mal de camps. Et bien sûr, j'ai souhaité répondre positivement à cette invitation, parce qu'il est très important, on le sait, d'échanger sur ce qu'est la laïcité, tant il y a des incompréhensions autour de ce concept républicain important. Alors la première question, c'est que peut-être que chacun vous disiez, pas longtemps, mais en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire que cette expression galvaudée, si souvent entendue, de laïcité à la française ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, historiquement, la laïcité à la française, on peut aussi dire la laïcité à l'américaine, la laïcité à la mexicaine. C'est une forme de relation Église-État particulière qui est tirée de l'histoire et qui a pris donc une forme particulière qui est la forme séparatiste, c'est-à-dire l'État et les religions émanent de façon dans deux espaces symboliques séparés depuis la loi de 1905, et l'État ne doit pas interférer dans le religieux de la même façon, les religions ne doivent pas interférer dans le domaine de la politique de l'État. Sur cette laïcité à la française, juste 2 choses. La première, c'est que l'intuition de cette séparation est géniale parce qu'elle permet, je crois, l'expression libre des religions dans la société et aussi la liberté de l'État à l'égard d'une pression possible toujours des religions. Ça, c'est l'idée positive. Mais, ou toutefois, parce qu'il y a toujours un toutefois, la question c'est sur la durée. Vivre ça sur la durée quand la société évolue. Ça c'était en 1905,
le moment de cette loi de séparation des églises et de l'État, mais aujourd'hui, la situation est différente. Et il y a des questions nouvelles, donc on aura l'occasion, je pense, de l'évoquer. Et les questions nouvelles aussi qui concernent, je pense, les mouvements d'éducation populaire et le scoutisme français protestant en particulier, où les relations avec les autorités peuvent être sujettes à des difficultés sur l'élément religieux. Donc on y reviendra, mais voilà, les choses sont compliquées sur la durée et peut-être sont amenées à se complexifier encore dans les temps qui viennent. Alors, l'Observatoire de la laïcité, c'est un organisme gouvernemental qui a été créé par Jacques Chirac en 2003, mais qui n'a été installé en 2007, mais qui n'a été installé qu'en 2013 par François Hollande et qui a été renouvelé récemment par Emmanuel Macron. C'est une instance qui est installée auprès du Premier ministre et qui est là pour conseiller le gouvernement et le président de la République sur toute action publique qui touche à la laïcité. Et donc, nous sommes consultés avant toute modification d'une politique publique sur ce sujet, sur la laïcité et plus largement sur les faits religieux, y compris dans l'espace privé, entreprise, etc. Donc, nous sommes là pour conseiller. Donc, nous sommes saisis sur un certain nombre de sujets plus ou moins techniques. Nous sommes également là pour former, donc nous assurons tout un tas de formations partout en France. Nous concevons des plans nationaux de formation à la laïcité, en particulier pour les acteurs associatifs, pour les fonctionnaires. Et nous sommes là aussi pour rappeler le droit lorsque nécessaire, même si nous ne sommes pas évidemment un tribunal, une instance judiciaire, mais en amont justement d'un éventuel contentieux, nous sommes là pour rappeler aux institutions quel est le droit applicable en matière de laïcité pour justement éviter tout contentieux. Donc un mouvement comme les EUDF, comment ça se... si vous discutiez, c'était intéressant dans le train, en disant est-ce que c'est un mouvement laïque, un mouvement neutre, est-ce qu'on parle de laïcité, est-ce qu'on parle de respect de la liberté de conscience? Dans votre façon d'approcher les questions de laïcité, comment vous les appliquez à un mouvement comme celui-ci? Les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France sont un mouvement laïque en ce sens où évidemment en leur sein ils vont accueillir tout le monde, quelles que soient les convictions, même s'il y a un caractère propre qui est le protestantisme. Tout le monde peut venir au sein de ce mouvement et y participer. Il y a normalement évidemment, une totale acceptation de l'autre dans ses convictions quelles qu'elles soient. Et donc en ce sens, il y a un respect de la liberté de conscience et une acceptation du débat dans le respect mutuel, quelles que soient les convictions des uns et des autres. Après, ils ne sont pas laïques au sens de l'État laïque, puisqu'ils ne sont pas soumis au principe de neutralité. La laïcité ne suppose la neutralité que de ceux qui représentent l'administration publique pour assurer l'égalité de tous devant la loi, devant l'État. Donc évidemment qu'en ce sens-là, les scouts en général, et donc ce mouvement en particulier, n'est pas soumis à la neutralité, mais ils sont laïques en ce sens où ils acceptent cette diversité d'opinions et traitent tout le monde de la même façon. Pourtant, on a l'impression, François, que justement cette idée que la laïcité n'est pas la neutralité, petit à petit, ça irrigue. On a l'impression qu'il faudrait que laïcité devienne la règle générale. C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure, en parlant de complexification des problèmes. C'est vrai que le scoutisme protestant, ou le scoutisme unioniste, enfin on va employer ce mot unioniste, assume pleinement l'approche spirituelle dans le domaine de l'éducation. L'éducation de l'enfant ou de l'adolescent est une éducation à la responsabilité, à la solidarité, à la citoyenneté, mais la dimension spirituelle n'est pas oubliée, n'est pas omise. Au contraire, et il y a des textes qui le montrent, la commission vie spirituelle développe cela de manière explicite dans le mouvement, la dimension spirituelle est assumée. Et donc il ne s'agit pas d'entrer dans un mouvement de neutralisation religieuse du scoutisme, mais bien au contraire, dans le cadre de la laïcité, d'assumer cette dimension spirituelle. L'éducation de l'être humain n'est pas simplement celle de l'intelligence, celle du corps,
celle de la capacité à vivre en collectivité, en citoyenneté, c'est aussi le développement de la dimension spirituelle. L'humain est ainsi fait. Et le choix évangélique, le choix protestant ou le choix chrétien est pleinement reconnu. C'est, à mes yeux, ce qui fait la spécificité du mouvement unioniste. S'il n'y a pas cette dimension-là, je crois que le mouvement unioniste est, j'allais dire, comme d'autres qui ne parlent pas de ces sujets-là, mais alors il perd son âme au sens le plus étymologique du terme. Je peux témoigner pour ma part, puisque j'ai de nouveau le foulard de Valence, donc Dromardèche, libre, etc. Enfin, c'est important quand même. La mixité, c'est la santé. Enfin, nous, on avait, si vous voulez, dans ces années-là, des sujets qui étaient apparemment loin de la spiritualité, mais qui étaient fondamentalement liés à ces questionnements. C'est dans le scoutisme que j'ai appris à lire, j'allais dire en public, c'est-à-dire en patrouille, des textes bibliques. Jamais je n'avais fait ça par ailleurs. Juste lire, pas, prêcher, mais juste lire avec d'autres. Ce rapport-là au texte, qui est fondamentalement protestant, me semble décisif dans un processus d'éducation, c'est-à-dire apprendre à lire avec d'autres un texte qui a une référence religieuse explicite. Valentine, souvent dans les chroniques que tu fais pour Réforme, tu notes des interdictions qui se mettent en place contre, ou je ne sais pas comment il faut le dire, mais contre les religions, ou contre l'expression de convictions religieuses dans l'espace public. Oui, alors c'est peut-être là où il y a exception française, c'est qu'il y a une tradition anticléricale forte d'une certaine laïcité de combat qui cherche à minimiser, et là c'est un euphémisme, l'importance du fait religieux dans la société. Et ça c'était vrai au début du XXe siècle, au moment où la loi de séparation a été votée, et c'est encore vrai de nos jours, évidemment pas tout à fait à propos des mêmes religions. Au début du XXe siècle, c'était tout ce qui était représenté le catholicisme, le cléricalisme, qui était honni par les républicains et qui devait être effacé de la société. Actuellement, il y a une tendance aussi dans notre société à vouloir effacer le religieux qualifié d'effervescent, d'irrationnel, de presque symptomatique. Il y a tout un vocabulaire paramédical qui est employé pour qualifier le religieux. Et les personnes qui se déclarent croyantes, malgré tout laïques et croyantes, sont souvent mal vues ou leurs propos sont mal interprétés ou minorés. Donc il faut faire très attention à ces accents, souvent portés par des gens qui ont un accès aux médias assez facile et qui parlent et qui semblent vouloir exprimer les convictions de tous. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, je pense qu'il faut tenir sur le fait d'avoir, si on l'a, une spiritualité, qu'elle soit d'ailleurs protestante, catholique, orthodoxe, musulmane, juive, ou pas ou athée, bien entendu, ou agnostique. Je pense qu'il faut tenir là-dessus parce que la République ne peut pas être juste sans moteur d'espoir, sans moteur spirituel pour avancer. Je pense que c'était d'ailleurs un des messages assez constants du président Emmanuel Macron quand il s'est adressé aux différents cultes, c'est de ne pas nier cette part spirituelle portée par chacun et qui est trop facilement taxée d'obscurantiste par les laïcards les plus véhéments. Mais donc, Nicolas, ça veut dire que l'Observatoire peut aussi dénoncer des dérives dans l'autre sens, c'est-à-dire des dérives qui seraient de vouloir interdire la parole, des paroles spirituelles ou religieuses dans l'espace public, ou c'est uniquement des formes ? Non, bien sûr, oui, dans les deux sens. La laïcité, c'est justement ce cadre commun à tous, quelles que soient les convictions de chacun, on va pouvoir exprimer ses convictions
les partager, les débattre avec d'autres. Donc ça signifie en effet que l'on a le droit, parfaitement le droit grâce à la laïcité, d'exprimer des convictions qui soient religieuses. N'oublions pas d'où vient la laïcité en partie. Le concept de laïcité française a été conçu notamment pour instaurer une sorte de paix civile dans un pays qui a connu les guerres de religion, où vous n'aviez pas le droit d'exprimer une conviction qui n'était pas le catholicisme. Il fallait être croyant, il fallait être catholique, sinon ça ne fonctionnait pas. Justement, l'État laïque permet à chacun d'exprimer des convictions, notamment religieuses. C'est aussi l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigé en grande partie par Rabot Saint-Étienne, pasteur et député protestant, qui rappelle que justement on peut exprimer ses convictions, même religieuses, pourvu qu'elles ne perturbent pas l'ordre public établi par la loi. Cet article 10 est toujours d'actualité, c'est un des fondements de ce qu'allait devenir la laïcité. Donc ça n'aurait aucun sens que de se dire laïque et que d'interdire dans le même temps à des citoyens d'exprimer une confession, une religion, une spiritualité, sachant que dans le même temps, d'autres peuvent exprimer une critique de cette religion. Tout cela est possible, on peut exprimer des convictions pour, contre, dans le respect mutuel, dans le cadre laïque, avec l'État qui, lui, est areligieux, il est impartial, il est neutre, il traite tous les citoyens à égalité. Et ça, c'est aussi très important de rappeler que grâce à la laïcité, il n'y a plus une majorité et des minorités. Il n'y a que des Français, voilà, à égalité de droits et de devoirs, et que vous soyez 10 millions à croire en quelque chose ou seulement 2 personnes à croire en quelque chose, vous devez être considérés exactement de la même façon par l'État laïque. Donc effectivement, on est là aussi pour rappeler cette évidence, ce droit, dans un sens comme dans l'autre. Dans ce que vient de dire Nicolas, il rappelait le rôle des protestants dans ce combat pour la laïcité. Est-ce qu'en effet, il y a vraiment un héritage des racines protestantes dans cette défense de cette idée que tout le monde a le droit d'exprimer ses convictions dans l'espace public ? Bien sûr, il y a une sensibilité. Il faut se rappeler la longue histoire. Nicolas a rappelé les guerres de religion. Il faut aussi se rappeler la révocation de l'édit de Nantes et l'interdiction du protestantisme sur le territoire pendant tout un siècle. Et donc la Révolution a été une divine surprise pour les protestants qui ont en général adhéré à son projet libéral. Pour la terreur, c'est un peu autre chose. Mais le projet libéral porté par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un projet qui, évidemment, a beaucoup plu aux protestants et qui ont toujours été très sensibles à l'expression des voix minoritaires. À partir de 1905, lorsque le protestantisme fait le choix, par exemple, de ne plus assumer l'enseignement primaire privé protestant, c'est-à-dire que petit à petit, les paroisses ou les églises qui disposaient d'écoles maternelles ou primaires remettent ces écoles aux communes, le protestantisme perd en surface sociale, enfin il perd en visibilité et il perd surtout en capacité de transmission, parce que ces écoles étaient des écoles privées. Elles avaient aussi un enseignement religieux. En tout cas, le pasteur n'était pas loin, ou la paroisse n'était pas loin, même c'était souvent dans les mêmes bâtiments. Et donc, à partir des années 1910-20, le protestantisme se trouve quand même là démuni de ce levier qui est celui des écoles maternelles et primaires. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le protestantisme reste malgré tout ultra minoritaire. Ce n'est pas une minorité, le protestantisme, c'est une ultra minorité. On est dans ce pays de 65 ou 66 millions, au plus en comptant large, en comptant les Antilles. Et ceux qu'on ne sait pas trop compter, qui sont des églises issues de l'immigration, on est 3 millions, en comptant large. Et donc, il y a quand même une question. Moi, je suis d'accord avec Nicolas Cadenne pour dire que, selon la loi, il n'y a plus de majorité religieuse. N'empêche que la voix protestante, et vous le savez comme responsable du scoutisme unioniste, la voix protestante est ultra minoritaire, y compris d'ailleurs dans le mouvement scout. Et cette situation-là est quand même handicapante. Alors, s'ajoutent, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres éléments, notamment l'arrivée d'une autre religion. Alors l'arrivée, mettez tous les guillemets qu'il faut, puisque l'islam était toujours là
dans l'Empire français. C'était même pratiquement la première religion jusque dans les années 60, si on compte le Mali, le Tchad, l'Algérie, le Sénégal, etc. Mais enfin bon, on réalise à partir des années 70-80 qu'il y a un islam dans ce pays et qui revendique aujourd'hui d'être certes minoritaire, mais d'être quand même la deuxième religion de France. Et du coup, vous comprenez que là, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Et l'identité protestante dans ce pays laïque doit être sujet d'une attention particulière, au risque de disparaître si on n'y prend pas garde, c'est-à-dire dans ces valeurs fondamentales qu'on évoquera, j'espère, ce matin, parce que c'est des valeurs liées à l'éducation, à la transmission, à la démocratie, à la citoyenneté, etc. Enfin, des choses lourdes, enfin, des choses très très lourdes, et qui ont constitué le pays jusqu'ici. Mais là, c'est de la responsabilité des religions. Là, c'est vraiment de votre responsabilité, sachant que l'État laïque, lui, voilà, traitera tout le monde de la même façon, doit en tout cas traiter tout le monde de la même façon, parce que c'est vrai que même l'histoire, d'ailleurs, a montré qu'il y avait finalement pas une parfaite égalité. On le sait, puisque l'Église catholique a refusé l'application de la loi en 1905, ce qui a permis à l'Église catholique finalement de voir ces bâtiments être à la charge des collectivités locales. Donc ça a maintenu une certaine inégalité, même si ensuite la jurisprudence du Conseil d'État a permis pour les autres cultes de revenir un petit peu sur un pied d'égalité. Mais après ça, ce qui a été exposé à l'instant, c'est quand même de la responsabilité des courants spirituels, des courants religieux, que de s'affirmer comme ils le souhaitent. Par exemple, quand François évoquait les écoles, c'est de la responsabilité même de l'Église protestante qui a voulu en effet ne plus se charger de cet enseignement privé qui pourtant était légal dans le cadre laïque, n'était pas du tout impossible à mener. Voilà, donc il faut effectivement distinguer ce qui est de la responsabilité de l'État et ce qui est de la responsabilité des mouvements sociaux en général et notamment des religions. Je pense qu'effectivement, les protestants, dans l'histoire, ont fait confiance, et peut-être un peu trop confiance, aux républicains qui étaient leurs alliés à la fin du XIXe siècle, et ils ont risqué de se dissoudre à plusieurs reprises, de se dissoudre complètement parce qu'ils étaient en phase avec le mouvement politique majoritaire et ils n'ont pas fait reconnaître leurs différences. Et c'est peut-être là que se joue effectivement ce problème. Le protestantisme a des affinités avec la démocratie, avec les droits de l'homme, qui sont anciennes et qui font partie des valeurs qu'il porte, mais quand ces valeurs sont les mêmes que la démocratie libérale agnostique, eh bien, on peut les confondre et il y a un problème d'identité. C'est beaucoup plus facile de repérer quelqu'un qui est contre le mariage pour tous qu'un protestant qui est pour la PMA. Voilà, donc voilà un petit peu les enjeux que les protestants ont à affronter, mais encore une fois, ça n'est pas la première fois dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle aussi votre congrès, à mes yeux, est très important lorsqu'il évoque la thématique des engagements pour demain. Parce que dans ces engagements pour demain se trouvent aussi listés les engagements dans le domaine de la transmission. Dans le domaine de la transmission, alors le mot valeur peut être discuté, enfin, on est toujours en train de se demander ce que sont exactement les valeurs protestantes ou chrétiennes, mais enfin en tout cas dans le domaine de la transmission des fondamentaux qui ont constitué le scoutisme et qui ont constitué la responsabilité du scoutisme protestant dans la société. Et je vous donne un exemple que vous connaissez tous, c'est le fait que nous constatons depuis de nombreuses années que grâce à cette transmission, des personnes en situation de responsabilité dans la cité peuvent dire qu'ils sont là par leur passage au scoutisme. À la fois dans les églises, ça c'est clair, mais aussi dans la cité, à travers leur engagement associatif, citoyen, syndical, politique, etc. Et ce fait-là, ce fait de la responsabilité de la transmission, à mes yeux, est décisif. Et je crois que vous êtes là le rouage majeur lié à cette transmission.
Voilà, je ne veux pas mettre trop de pression sur vous, mais franchement, du point de vue des églises de la Fédération, et en particulier de l'Église protestante unie de France, le scoutisme est un relais, un rouage essentiel. Voilà, donc par rapport à tout ce qui a été dit, ces pistes qui ont été ouvertes, cette mission presque qu'a rappelé François Claveroli, est-ce que vous avez des questions à poser, des remarques à faire? Allez-y. Oui, alors il est clair que c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Donc on va redéfinir rapidement le concept. La laïcité, c'est quoi? En fait, c'est un principe, hein, ce n'est pas une valeur, c'est un principe juridique qui, vis-à-vis des convictions, permet la parfaite déclinaison des valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire que c'est la liberté de conscience, c'est ce qui garantit la liberté de conscience à tous, et donc la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de culte, la liberté d'exprimer des convictions qui ne sont pas les mêmes, dans le respect mutuel, première chose. Ensuite, c'est l'égalité de tous devant la loi. Ça va garantir à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, d'être égal, on est tous égaux devant la loi, devant l'État qui est neutre, qui, justement, parce qu'il est séparé des églises et à religieux, est neutre et traite tout le monde de la même façon. Il n'est pas sous une quelconque pression religieuse. Et donc, nous sommes égaux face à la loi, nous sommes égaux devant l'État laïque. Et enfin, c'est la fraternité, parce que avant toute chose, nous sommes tous, dans ce pays, citoyens. Avant nos appartenances propres, nous sommes citoyens à égalité de droits et de devoirs. Donc il faut bien comprendre que c'est ce principe qui permet la déclinaison de ces valeurs. Et quand on dit, par exemple, que vous êtes un mouvement laïque, ça veut dire LAIQUE, invariable, ça veut dire que vous êtes partisan de la laïcité, si vous voulez. Partisan de ce système laïque, partisan de cette égalité, de cette liberté de conscience. En ce sens, on est tous laïcs. On peut être croyant et laïque, ou incroyant et laïque. Mais laïque, LAIQE, c'est invariable. Hein. C'est pas laïque LAIC qui lui renvoie à celui qui n'est pas religieux, celui qui n'est pas ordonné, celui qui n'est pas prêtre, celui qui n'est pas pasteur. Là, on parle de laïque LAIQE qui renvoie à ceux qui sont partisans de cette laïcité. Et en ce sens, vous êtes un mouvement laïque, ouvert à tous, etc. Mais en effet, en revanche, c'est l'État qui va être neutre, et donc qui va être laïque, mais effectivement aussi neutre, parce que l'État, pour assurer tout ce que j'ai dit, doit avoir ce rôle d'impartialité et de garant de la liberté de chacun. Et donc il est neutre, il est arbitre, et il est impartial vis-à-vis de tous. Donc il faut distinguer effectivement entre cette laïcité juridique de l'État et cette volonté de soutenir la laïcité en tant que citoyen. Il faut faire attention à ça. Moi, je ne suis pas très pour faire cette distinction. L'État, il est laïque, en effet, et donc il ne peut pas porter d'interprétation religieuse. Dès lors que les citoyens ne perturbent pas l'ordre public, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais ils ne doivent pas perturber l'ordre public, ils ne doivent pas imposer leurs convictions à autrui, etc. Il ne faut pas que l'État commence à intellectualiser les choses ou à décliner une idéologie laïque qui serait politique. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a plein de conceptions intellectuelles et politiques de la laïcité. Mais justement, il n'y en a qu'une qui s'applique juridiquement. C'est celle que j'ai rappelée succinctement. Il n'y a que celle-là qui s'applique. Après, on est en démocratie, les gens peuvent débattre de la laïcité comme ils l'entendent et la définir différemment, notamment par des orientations politiques spécifiques ou intellectuelles. Mais il faut bien avoir en tête qu'il n'y a qu'une seule laïcité étatique et que c'est celle-là qui s'applique. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas à la diviser, quoi. Il n'y en a qu'une qui s'applique et qui est simplement et dont la justice est garant, quoi. Voilà, s'assure qu'elle est bien appliquée. Sinon, la justice condamne. Donc non, la politique en tant que telle, normalement, quand on est en responsabilité, on se doit d'appliquer la laïcité en droit. On n'a pas à appliquer notre laïcité. Après, on peut défendre une évolution de la laïcité, et donc ça supposerait de changer la loi, voire la Constitution. Mais normalement, quand on est en responsabilité, on doit appliquer la laïcité en droit. Même si, après, en tant qu'homme politique dans une démocratie, on a le droit de défendre une nouvelle laïcité. Voilà. Nous, on n'y est pas partisans pour plein de raisons, on pourrait y revenir. Mais ça, on a le droit, chacun a le droit de défendre une nouvelle forme de laïcité. Mais en revanche, le responsable politique doit appliquer la laïcité en droit quand il est en responsabilité. Moi, je voudrais rajouter et puis mettre peut-être un petit bémol, parce qu'il y a quand même des lois qui ont fait problème et qui font problème maintenant devant les institutions de l'ONU qui sont garantes des droits de l'homme et de la bonne application des pactes que la France a
a signé des pactes des droits civils et politiques en particulier. Il y a des lois qui transforment un peu la laïcité telle que Nicolas l'a décrite, c'est-à-dire, je finis puis après tu reprendras, comme il l'a très bien dit, la laïcité ne s'impose qu'à l'État et aux agents publics de l'État qui doivent, la neutralité laïque, qui doivent garder cette neutralité vis-à-vis des usagers. Or, ces deux lois ont empiété ont étendu le domaine de la laïcité puisque elle s'applique maintenant à certains usagers. Et ça, c'est une inflexion qui est très mal vue à l'étranger, qui considère qu'on atteint à la liberté de religion et qui est dangereuse, à mon avis, une pente dangereuse. Là, juste, il me faut réagir, mais c'est très important ce que vient de dire Valentine. Alors, effectivement, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rappelé son désaccord avec la loi de 2010 en particulier, et je reviendrai sur l'autre ensuite, mais la loi de 2010, justement, ne se fonde pas sur la laïcité, et elle ne devrait pas, et elle ne doit pas se fonder sur la laïcité. La loi qui interdit la dissimulation du visage en public, et en particulier le niqab ou la burqa, mais toute dissimulation du visage. Cette loi n'est pas une loi laïque, comme on l'entend trop souvent dans le débat public, et elle ne peut pas se fonder sur la laïcité, car en effet, la laïcité ne saurait instaurer une police du vêtement, par exemple. C'est pas possible. Donc en effet, il faut bien, pour justifier cette loi, s'appuyer uniquement sur l'interaction sociale, les exigences minimales de la vie en société, pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme, ou la sécurité publique, mais pas sur la laïcité, en aucun cas. Et là, il y a un désaccord en effet sur cette loi entre la CEDH et le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Qui lui pointe la double discrimination contre les musulmans et contre les femmes. Oui. Donc effectivement, et je pense que de toute façon, plus que la loi, c'est le débat qui a été autour de la loi qui a été vraiment négatif et qui en effet a fait penser qu'il y avait une discrimination religieuse. Et là, en effet, on a eu un gros sujet. Ensuite, la deuxième observation du Comité des droits de l'homme, c'est concernant le privé. Et là, effectivement, le Comité des droits de l'homme a rappelé, à juste titre, que pour restreindre une liberté religieuse dans l'entreprise, il fallait le justifier objectivement. Et que sur un cas d'espèce, selon lui, ça n'avait pas été justifié objectivement. C'est le cas de Babylou. Et c'est vrai qu'il y a eu des lois, une dernière, notamment à travers la loi travail, l'article 2 de la loi travail, qui est assez ambigu dans sa rédaction et qui pourrait être interprété pour restreindre un peu trop facilement le fait religieux, voire discriminer. Et donc il faut y faire très attention et être très vigilant à préserver cet équilibre. Oui, alors la loi de séparation des Églises et de l'État concerne donc tous les mouvements religieux, et pas seulement le christianisme et pas seulement donc le protestantisme. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans une certaine compréhension, à mes yeux, illégitime, on pense que c'est la société qui est laïque. Et on l'entend et on le lit assez couramment. D'ailleurs, nous vivons en France dans une société laïque. Et donc il faut rappeler que, comme Nicolas Cadenne le rappelle et Valentine aussi, c'est l'État qui est neutre, l'État est laïque, la République est laïque. C'est d'ailleurs le premier adjectif qui la qualifie dans la Constitution. C'est la République laïque, démocratique et sociale. Donc ça, il faut sans cesse le redire. Pourquoi ? Parce que si l'on va dans le sens d'une compréhension d'une société laïque, alors effectivement, l'état d'esprit général pousserait les uns et les autres à assigner à résidence privée tout ce qui concerne le religieux et la spiritualité. Et du coup, à renvoyer aux sacristies ou à la sphère privée au sens de la maison, toute expression de la foi. Or, la loi de 1905, dans son article, je ne sais plus, 4, je crois, parle bien de culte public. Enfin, il y a donc une publicité légitime du culte dans ce pays. D'où d'ailleurs la création des aumôneries, dans les lieux où précisément les personnes ne peuvent pas
publiquement célébrer leur culte, donc les détenus, les militaires, les malades. Et donc là, la loi permet que le culte aille dans ces lieux fermés. Vous voyez, c'est donc vraiment équilibré tout ça. La difficulté, je crois, c'est que effectivement, nous courons le risque d'instrumentaliser cette expression de la société laïque pour reléguer le religieux le plus loin possible. Et c'est là où je veux répondre plus précisément à la question, c'est qu'il y a deux épouvantails. C'est l'islam dont j'évoquais tout à l'heure la prise de conscience dans notre pays, une prise de conscience récente, et puis ce qu'on pourrait appeler les mouvements évangéliques, qui sont... il y a parmi nous des évangéliques, hein, alors il faut faire très attention, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelque chose d'un peu exotique, inquiétant, parce que tout de suite derrière le mot évangélique vient le mot secte, vient le mot endoctrinement, etc., et une méfiance. Et dans cet état d'esprit que je décris à partir de mes expériences, enfin, je ne suis pas sociologue là, hein, je parle comme président de la Fédération protestante de France, nous voyons bien comment un certain nombre d'églises évangéliques ont du mal à établir un lieu de culte dans une commune ou à être visible dans un lieu précis, parce que les autorités disent, voilà, écoutez, non, hein, vous allez peut-être vous installer plutôt en périphérie, au fond, là-bas, dans une zone industrielle, on ne verra pas. Bon, là. Et la même chose est argumentée sur le fait suivant, si on vous dit oui, demain, on va être obligé de dire oui à l'islam qui va installer une mosquée place de la mairie. Et là, tout d'un coup, la discussion devient très tendue, parce qu'on peut dire, mais pourquoi n'y aurait-il pas de mosquée place de la mairie ? Ou pourquoi n'y aurait-il pas une église évangélique plein centre ? Et c'est vrai que la construction de l'espace urbain en France s'est faite de telle sorte que les églises protestantes sont plutôt à la périphérie, rarement au cœur du village. Et donc on reproduit, si vous voulez, progressivement ce genre de conception de la vie où les deux religions dont on parle aujourd'hui le plus, l'islam et le mouvement évangélique, ne sont pas accueillis. Alors, maintenant, un mouvement comme le vôtre a là une responsabilité dans l'ordre de la transmission des valeurs, et donc il s'agit d'aller un peu à contre-courant de cet état d'esprit que j'ai décrit en ce moment, hein, c'est-à-dire parler de fraternité, parler d'accueil de l'autre, et parler surtout de rencontre de l'autre en responsabilité. Une société qui serait complètement neutralisée, ce serait la fin de la démocratie. On commence par les religions, mais après ça peut être les mouvements politiques, etc., etc. Donc il faut être très attentif à ce genre de discours qui impose des valeurs républicaines dont on ne sait jamais très bien ce qu'elles recouvrent, et qui, pour imposer une discrétion de bonne aloi. Et puis, deuxième chose, comme l'a très bien montré François, on a, même si l'État est neutre, etc., les collectivités locales ont leur mot à dire. Et c'est vrai que le religieux mainstream, le religieux qui ne fait pas peur, ça va, on est habitué. Mais les mouvements un peu effervescents ou confessants ou qui se voient physiquement, eh bien, ça dérange. Et c'est pour ça qu'on les discrimine. Comme toute association, nous participons au débat citoyen. Comme toute association, nous sommes même invités, ça a été le cas d'ailleurs tout récemment dans le cadre des États généraux de la bioéthique, à participer à ce grand débat national. Il se trouve que c'était juste il y a 3 jours, nous avons été invités par la commission qui traite de cette question de la bioéthique, et les 4 religions étaient représentées, donc nous y étions, comme fédération protestante, mais il y avait aussi le consistoire israélite, le Conseil français du culte musulman et l'Église catholique de France qui étaient présents. Donc c'est une participation au débat citoyen. Là où j'interroge la question, si on peut dire que cette phrase veut dire quelque chose, c'est de savoir si on influence, si on a une capacité d'influence. Là, moi, je ne m'adresse pas à l'État. Quand je suis auditionné à l'Assemblée nationale, je ne m'adresse pas à l'État. Je m'adresse à un représentant
de l'Assemblée nationale, c'est un député, enfin des députés. Or, ce sont les députés qui fabriquent la loi, en notre nom. Et donc, nous sommes un parmi, ou plusieurs parmi, à favoriser la fabrication de la loi dans le consensus le plus large possible. C'est vrai que sur ces questions bioéthiques, c'est très clivant, c'est très clivé, y compris même à l'intérieur, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs lors de cette audition de l'autre jour, y compris à l'intérieur de chacune des confessions. Contrairement à ce qu'on voudrait faire croire, et ne le croyez surtout pas. Vous savez, chez les protestants, on n'est jamais d'accord. Mais c'est faux. C'est chez les protestants, c'est chez les juifs, c'est chez les musulmans, et surtout chez les catholiques. Surtout. Donc ne racontons pas d'histoire. Nous sommes les uns et les autres en débat permanent, en débat citoyen, mais effectivement, l'objectif, ce n'est pas simplement de parler, c'est que cette parole morde sur j'allais dire le dur, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de construire la société de demain, avec les valeurs qui sont les nôtres, en essayant de faire passer ces valeurs le plus possible. Juste pour rebondir là-dessus, je crois que ce qui est important aussi, c'est de se sentir légitime. Je pense qu'avec tout ce que vous faites, toute l'expérience que vous avez, toutes les réflexions que vous menez, vous êtes tout à fait légitime pour intervenir sur des questions de transmission, de jeunesse, d'environnement, d'éducation et tout ça. Mais je pense que c'est aussi la façon de se voir soi-même et de se sentir légitime, d'avoir à dire et de prendre la parole, en effet, dans ce débat citoyen et de ne pas en avoir... je crois que on est à quoi, par rapport à tout ce qui a été dit, on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il faut résister en se disant on est tout aussi légitime que n'importe quel autre interlocuteur qui, sous l'idée qu'il est laïque, est plus légitime que d'autres. Non, c'est faux, ça. C'est une vraie question qu'on se pose aussi, ceux qui travaillent sur ces sujets. Ça a toujours, moi je suis historienne, ça a été toujours un sujet très clivant. À différentes époques. Je vous ai parlé du début du XXe siècle, mais ça a été aussi très clivant au moment de la loi Debré de 1959 sur toutes les affaires de l'enseignement privé sous contrat et subventionné par l'État, ce qui rentrait plutôt en contradiction avec la loi de 1905. Mais enfin, on a considéré que ce n'était pas une contradiction. On a des arrangements, vous voyez. Et puis maintenant, enfin, depuis 1989, avec les premières affaires des foulards de Creil. Et ça a été de mal en pis, si je puis dire, puisque les attentats, dont les plus récents en 2015, ont encore accentué la question. Et si vous voulez, on s'est un peu servi de la laïcité, de cette conception française de la laïcité, comme un préservatif contre les dérives djihadistes, etc., etc. Donc il y a aussi... c'est aussi la responsabilité des gens qui sont les faiseurs d'opinion, les politiques, mais pas seulement, les médias, de mettre sur le dos de laïcité des tas de problèmes qui ne relèvent pas forcément de la laïcité, des problèmes sociaux, des problèmes internationaux et diplomatiques, etc. Donc, voilà, c'est compliqué. La laïcité, c'est un peu une sorte de gris-gris, je dirais, en France, et chacun fait un peu de la surenchère en disant « je suis plus laïque que toi », et ça ne contribue pas à la clarification du débat. Dès qu'il y a des pertes de sens, des tensions, des crises sociales fortes dans notre pays, eh bien, il y a des crispations autour du thème de la laïcité, parce que ça renvoie à l'identité, ça renvoie aux convictions de chacun, à l'intime. Et donc, en effet, on est clairement dans une période de crise multiple, à tout point de vue, et donc les gens ont tendance à se replier, à avoir peur de l'autre, et vont utiliser ce concept, mais effectivement pour traiter de sujets qui parfois n'ont
que peu de choses à voir, voire rien à voir avec la laïcité. Et ça devient en effet un concept fourre-tout pour parler de terrorisme, de crise sociale, d'immigration, d'intégration, etc., etc. Donc il faut y faire très attention et c'est aussi pour ça qu'on a un rôle majeur de pédagogie sur ce sujet pour, en effet, ne pas laisser prospérer un discours complètement absurde et erroné sur ce qu'est vraiment la laïcité, qui ne peut être qu'un outil de rassemblement national, un outil de vivre ensemble, un outil de faire ensemble, un outil de cohésion nationale, et qui ne doit pas être utilisé comme un outil d'exclusion. Ça n'aurait aucun sens quand on revient à l'origine historique de ce qu'est la laïcité. Tout à fait, tout à fait. Je crois d'ailleurs que ça avait été fait à l'époque de cette loi travail qui tentait d'étendre le principe de neutralité. Et il ne faut pas hésiter à le faire. C'est très, très important. En effet, tout le mouvement associatif doit participer, quel qu'il soit confessionnel, pas confessionnel ou quoi, de cette pédagogie de la laïcité pour rappeler que c'est d'abord un outil de vivre ensemble, de faire ensemble et pas autre chose. C'est très important de le faire. Et en effet, les médias devraient le faire, mais ne le font trop souvent pas. Ça, c'est clair. Au contraire, nous-mêmes, Observatoire, on a très régulièrement cette obligation de rappeler les médias à leurs responsabilités. On le fait très souvent, on travaille avec eux, on essaye de travailler avec eux, parce que trop souvent, beaucoup de médias ont tendance à céder au culte du clash, à céder au culte de l'immédiateté et à raconter un peu n'importe quoi, à inviter des experts autoproclamés qui en réalité ne sont experts en rien et vont raconter n'importe quoi. Et donc il faut y faire très très attention parce qu'ils sont prescripteurs de l'opinion. Donc l'opinion vit dans une confusion, mais parce qu'aussi beaucoup de ces prescripteurs d'opinion propage un discours très confus, voire tout à fait erroné. Il y a aussi une responsabilité, même, il faut l'avouer, du personnel politique, y compris, qui doit faire très attention, qui ne peut pas, à mon sens, instrumentaliser ce concept à droite ou à gauche. C'est pas un concept de droite ou de gauche, c'est complètement transpartisan, la laïcité. C'est un principe républicain qui n'a pas d'étiquette idéologique, qui ne doit pas devenir une idéologie. Sinon, en effet, ça devient très dangereux. Juste pour compléter ce que dit Nicolas, moi je trouve en effet que sur les médias, moi je suis journaliste depuis une trentaine d'années, il y a une dérive vers non plus alors sûrement pas de la pédagogie, mais même pas de la transmission d'informations, mais une volonté de créer de la polémique à tout craint, tout le temps. Des petites phrases et puis on répercute la même fausse information ou la même fausse interprétation sur la laïcité. Et c'est parti en boucle. Et on en discutait aussi tout à l'heure. Il y a le fait que sur les plateaux de télévision ou de radio sont invités aujourd'hui des gens qui n'ont rien d'experts en fait. Ils ne font que piquer par-ci par-là 2-3 infos. Ils s'autoproclament experts et ils sont là pour créer de la polémique. Et on est très loin, de mon point de vue là, de notre rôle d'information, de pédagogie, de débat, mais de débat réel. Et je pense en effet que là-dessus, vous avez aussi un rôle d'éveil à jouer auprès des jeunes. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui circule, parce que ce n'est pas de l'information, c'est autre chose. La liberté de conscience est au cœur de la laïcité. C'est même le premier principe qui fonde la laïcité, c'est cette liberté de conscience, cette garantie de la liberté de conscience. Et justement, tout le problème, c'est peut-être pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est que trop souvent, la laïcité va être utilisée, mais pas forcément pour faire respecter la liberté de conscience, mais au contraire pour s'y attaquer. Et donc là, en effet, c'est nécessaire que de rappeler combien, non, la laïcité est là pour garantir cette liberté de conscience et pas pour la mettre à mal. Je dirais pas seulement la liberté de conscience, et j'étendrai parce que la liberté de conscience, ça peut être considéré comme la liberté simplement du fort intérieur et donc de l'espace privé. Moi, je plaide plutôt évidemment pour utiliser les termes qui sont employés dans les arènes internationales, c'est-à-dire la liberté de religion et de conviction, c'est-à-dire à égalité que les convictions religieuses ou non religieuses, cette liberté de religion et de conviction qui associe liberté de conscience et liberté d'expression publique de ses croyances, qu'elles soient religieuses ou non. Oui, édité par le CNEF, c'est ça ? Oui, tout à fait, on la connaît. C'est en effet une série de livrets qui rappellent cette liberté d'exprimer sa religion dans certaines limites, bien sûr, qu'on pourrait rappeler. Mais
il n'y a rien à en dire. Enfin, du point de vue de l'État, la religion, là encore, a parfaitement le droit de rappeler cette liberté-là dès lors que ce rappel est conforme au droit, et en l'espèce, c'est conforme au droit. Moi, je les connais, je les ai lus, je les trouve très bien faits. J'aimerais prolonger les réponses là, qui sont donc positives, si j'ai bien compris, là aussi en problématisant un peu. Il ne s'agit pas seulement de dire que j'ai la liberté de le dire. Je crois que croire, c'est penser. Croire, c'est aussi prier, lire la Bible, je ne vais pas dire le contraire, chanter des cantiques, les meilleurs, etc. Mais c'est aussi penser. Et qu'est-ce que ça signifie penser ? Penser la liberté de conscience, penser la laïcité. C'est exactement ce que nous faisons maintenant. C'est-à-dire développer un discours qui se tienne. Ne pas être dans l'invective ou dans le slogan, un peu à la manière de certains hommes politiques, effectivement, qui instrumentalisent la thématique à leur profit. C'est donc développer une pensée avec d'autres. Et là, j'aimerais attirer votre attention comme mouvement d'éducation, justement, des jeunes, des adolescents et donc des futurs adultes. C'est que nous ne pensons pas seuls. Et il faut trouver les partenaires avec qui parler de tout ça, penser tout ça. Ce que je veux dire par là, très simplement, c'est que lorsque nous défendons la liberté de le dire, nous ne défendons pas la liberté de dire ce qui nous plaît seulement. Nous devons aussi penser à la liberté de conscience de l'autre. Et à mes yeux, c'est là l'essentiel. Le truc, c'est pas de se défendre soi-même. On n'est pas dans la jungle, c'est justement l'inverse. Même si le livre de la jungle a un certain succès ici, j'imagine, ou il l'a eu peut-être. Je veux dire, il s'agit donc de penser avec d'autres, dans la confrontation, dans l'ajustement à l'autre, pour fabriquer quelque chose de nouveau. Parce que sinon, on est dans la fabrique de baronnies, de lieux de préservation dans l'entre-soi, et c'est la pire des choses dans une démocratie. C'est la pire des choses. C'est au fond la mise en œuvre de l'identité confessionnelle en autonomie, en mode autonomie. Et ça, c'est le désastre démocratique. C'est ce qui avait été fabriqué, par exemple, au Liban, peut-être que vous connaissez ce merveilleux pays, qui avait trouvé un équilibre confessionnel, multiconfessionnel, et puis qui s'est trouvé ravagé par une guerre qu'on a appelée civile, mais qui était aussi très religieuse, parce que chacun était dans son silo, dans son rayon, dans son couloir de course, et c'est le meilleur qui a dû l'emporter. D'ailleurs, c'est une société qui s'est complètement suicidée. C'est exactement ce qu'avait fait l'Europe au moment des guerres de religion. Elle s'était suicidée, au fond, par manque de pensée commune, de pensée collective, par manque de sagesse collective. Donc moi, c'est là-dessus que j'aimerais insister par rapport à un mouvement comme le nôtre. Là, je dis le nôtre parce que c'est vraiment le nôtre. Là, c'est cette sagesse collective qui va assumer toutes ces questions dans une pensée un peu contradictoire et où on avance ensemble. Et donc ça va un peu plus lentement, effectivement, que les médias. Ça va un peu plus lentement que BFM TV. Ça ralentit un peu la marche. On a l'impression d'être un peu en retard, quoi. Mais non, en fait, non, on n'est pas en retard. On perd un peu de temps maintenant, mais les adultes qu'on va former tiendront la route sur la longue durée. Voilà, j'espère que ça vous a bien intéressé. Et je vous invite quand même, je suis obligée, à aller sur le site de Réforme, parce que dans Réforme, on essaye de vraiment faire ça, amener du débat, amener de la pensée, amener de la pédagogie. Et donc, je vous invite à aller regarder notre site. Voilà, bon après-midi.